Au dîner de fiançailles de mon frère, mes parents lui ont donné leur maison du lac. Ils m'ont tendu les vieilles pièces de grand-père, elles sont plus ton style. Je n'ai pas discuté. Je suis parti. 12 ans plus tard, leur maison du lac a été vendue. Mes pièces ont été vendues aux enchères pour 4,7 millions de dollars. Quand ils se sont présentés en exigeant leur part, j'ai montré l'autre côté du lac et je les ai achevés avec une seule phrase. Je m'appelle Deborah Elliott et j'ai 41 ans. Il y a 12 ans, lors du dîner de fiançailles de mon frère, mes parents ont donné à Trevor la maison du lac devant toute la famille. Puis ma mère a poussé vers moi une boîte à chaussures contenant les vieilles pièces de mon grand-père et a dit « Elles sont plus ton style ». Tout le monde a ri. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris la boîte, je suis parti et je ne suis jamais revenu. Ce qu'aucun d'eux ne savait, ce que je ne savais pas ce soir-là, c'était ce que mon grand-père avait réellement laissé à l'intérieur de cette boîte. Il pensait m'avoir donné les restes. Il se trompait à ce sujet, de la même manière qu'il se trompait sur moi. 12 ans plus tard, ils se sont présentés à ma porte. Laissez-moi vous ramener au début. Le dîner avait lieu dans un endroit appelé le Boathouse, juste au bord de l'eau dans notre ville sur le lac Aldé, dans les collines du New Hampshire. C'était en octobre et les érables de l'autre côté du lac avaient pris la couleur d'une allumette craquée. Mes parents avaient réservé la salle privée à l'arrière, celle avec la longue table près des fenêtres qui donnaient sur les quais. Trevor venait de se fiancer à Whitney Prescott, et ma mère préparait cette soirée depuis des semaines. Je me souviens de l'enveloppe avant toute autre chose. Elle était de couleur crème, épaisse, avec un ruban bleu noué autour, et elle est restée à côté du verre de vin de Trevor pendant tout le premier plat comme un cadeau attendant d'être déballé. Je pensais que c'était peut-être une carte. Je ne me suis pas permis d'imaginer au-delà. Mon père s'est levé entre la salade et le plat principal. Ce n'était pas un homme qui faisait des discours. Il s'est éclairci la gorge 2 fois et a dit que lui et ma mère avaient discuté et qu'un fils fondant une famille méritait un endroit pour bien la commencer. Puis il a fait glisser l'enveloppe sur la table jusqu'à Trevor. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété de la maison du lac. Pas le petit chalet. La maison du lac. Celle que mon grand-père avait aidé à construire. Celle avec le porche qui faisait le tour et le quai bleu. La maison au large de laquelle j'avais appris à nager. Mes parents la cédaient à Trevor et Whitney comme cadeau de fiançailles. La pièce à produit ce sont qu'une pièce produit quand tout le monde décide d'être heureux en même temps. Whitney a pleuré. Trevor a serré la main de mon père puis l'a étreint. Et ma mère a tamponné ses yeux avec sa serviette et a semblé plus fière que je ne l'avais jamais vue pour quoi que ce soit. J'ai applaudi aussi. Je veux être honnête à ce sujet. J'étais assise là et j'ai applaudi pour mon frère et je le pensais vraiment, parce que c'est le genre de fille que je m'étais entraînée à être. Puis ma mère a attrapé une boîte à chaussures à côté de sa chaise. C'était une vieille boîte, le carton ramolli au coin, un élastique claqué autour du milieu pour maintenir le couvercle. Elle l'a posé devant moi. Elle sentait le métal et le vieux papier journal, comme l'intérieur du placard à manteau de mon grand-père. « Celles-ci sont pour toi, ma chérie », a-t-elle dit. Les pièces de ton grand-père, elles sont plus ton style. Papy l'a toujours dit. Quelques personnes à table ont ri. Pas un rire cruel. Pire que cela. Un rire facile, le genre qui vient quand tout le monde est déjà d'accord sur quelque chose et trouve ça un peu drôle. Bien sûr, les pièces vont à Deborah. Bien sûr, la maison va à Trevor. L'ordre des choses était si évident que c'en était une blague. J'ai fait glisser l'élastique et soulevé le couvercle. À l'intérieur se trouvaient des rangées de pièces dans de petites enveloppes en papier et des pochettes en plastique, ternes et lourdes, certaines noircies par le temps. Rangé sur un côté se trouvait un bout de papier plié avec l'écriture de mon grand-père dessus. Je ne l'ai pas lu. Mes mains n'étaient pas assez stables pour lire quoi que ce soit à ce moment-là, et je ne voulais pas qu'il le voie. J'ai remis le couvercle. Merci, ai-je dit. J'ai regardé mon frère. Je suis contente pour toi, Trevor. Vraiment. Et je l'étais. C'est la partie que j'ai mis des années à comprendre. Je n'étais pas en colère contre Trevor. J'éprouvais quelque chose de plus calme et de bien plus ancien que la colère. J'étais fatigué à un point que le sommeil n'atteint pas. Je suis resté pour le plat principal. J'ai même pris un dessert. Quand ce fut terminé, j'ai mis la boîte à chaussures sous mon bras,
j'ai dit au revoir et je suis allé à ma voiture sur le parking en gravier. Les lumières du boathouse projetaient un rectangle jaune sur mon pare-brise. J'ai posé la boîte sur le siège passager et je suis resté assise une minute, les mains sur le volant. J'ai pensé que personne ne m'avait suivi, pas pour voir si j'allais bien, pas même pour demander si j'avais besoin d'aide pour porter quelque chose. Puis je suis rentré chez moi et quelque part sur cette route sombre le long de l'eau, j'ai pris une décision que je n'ai annoncée à personne. J'ai décidé que j'avais fini d'attendre une place qui ne serait jamais dressée pour moi. Si vous avez déjà été la personne forte de votre famille, celle sur laquelle on ne pensait jamais à veiller parce qu'on avait déjà décidé que vous n'en aviez pas besoin, alors vous savez déjà ce que l'on ressent sur ce trajet de retour. Si c'est aussi votre histoire, dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez. J'aime savoir qui est là ce soir. Pour comprendre pourquoi cette boîte comptait autant et pourquoi je ne pouvais pas simplement la jeter dans un placard et l'oublier, je dois vous parler de mon grand-père. Son nom était Silas. Silas Elliott, le père de mon père. C'était un homme calme avec de grandes mains rudes. Et pendant les 50 dernières années de sa vie, il a collectionné des pièces. Pas comme les gens collectionnent des choses pour se vanter. Il collectionnait comme certaines personnes pris seules la nuit avec la porte entr'ouverte. Quand j'étais petite, j'étais la seule de la famille à m'asseoir avec lui pendant qu'il le faisait. Mes parents trouvaient son passe-temps un peu étrange. Trevor le trouvait ennuyeux, mais moi, je grimpais sur le tabouret à sa table de cuisine et je le regardais travailler sous une seule lampe, et il me tendait une loupe, une lourde en laiton, et me laissait regarder. Une pièce se souvient de chaque main qu'il a tenue, Debbie, m'a-t-il dit un jour. Je devais avoir 8 ans. Tu ne peux pas le voir, mais c'est là-dedans. L'argent des courses de quelqu'un. Toutes les économies de quelqu'un. Quelqu'un qui avait peur. Quelqu'un qui était amoureux. Tout cela laisse une marque. Il gardait ses plus belles pièces dans un plateau doublé de velours. Et un soir, il a sorti une pièce différente des autres. Elle était en argent, usée et douce, avec le visage d'une femme d'un côté et ses cheveux flottant librement. Il l'a tenue dans sa paume comme si elle était chaude, puis il l'a mise dans ma main et a fermé mes doigts dessus. Celle-là est presque plus vieille que le pays, a-t-il dit. Le premier dollar en argent que la monnaie ait jamais fabriqué. 1794. Il n'en reste pas beaucoup dans le monde. Je me souviens à quel point elle semblait lourde pour quelque chose de si petit. Je me souviens de lui observant mon visage pendant que je la tenais, comme s'il attendait de voir si je comprenais. Je ne comprenais pas, pas vraiment, mais je comprenais que cela comptait pour lui, et qu'il m'avait choisi pour me la montrer, et à 8 ans, c'était la chose la plus importante qui me soit jamais arrivée. Il tenait aussi un carnet, un en-cuir devenu souple au dos. Et dedans, il notait chaque pièce, où il l'avait trouvée, ce qu'il avait payé, ce qu'il pensait qu'elle pourrait valoir un jour, de son écriture soignée et penchée. Il me laissait tourner les pages pendant qu'il me racontait les histoires derrière les chiffres. Il m'a appris à tenir une pièce par sa tranche, jamais par sa face, pour que l'huile de mes doigts ne touche pas la partie qui comptait. Il m'a appris la différence entre l'usure et les dommages, entre une chose qui avait vécu une longue vie et une chose qui avait été malmenée. Il couvrait la date avec son pouce et m'interrogeait sur le reste. Et quand je trouvais la bonne réponse, il hochait la tête juste une fois. Et ce hochement de tête valait plus pour moi que n'importe quel mot que mes parents aient jamais prononcé. Ces heures à sa table de cuisine sont encore parmi les seuls moments de mon enfance où je me souviens m'être senti comme une personne entière au lieu d'une corvée. Il ne m'a jamais demandé d'être forte. Il ne m'a jamais dit que mon frère avait plus besoin de lui. Il m'a juste fait une place à la lumière et m'a laissé regarder. Et quand il se faisait tard, il me raccompagnait à la porte et disait « Reviens jeudi ». Et je le faisais toujours. Mon père pensait que tout cela ne valait rien. Je l'ai entendu le dire plus d'une fois. De la façon dont vous dites quelque chose sur une personne que vous aimez mais ne pouvez pas respecter. Les petites pièces de papy. Mon grand-père l'entendait aussi. Il se contentait de sourire et de retourner à son plateau. Ton père pense que celles-ci ne valent rien, m'a-t-il dit un jour, sans même lever les yeux. Laisse-le penser. Je lui rendais visite chaque semaine, même après être devenu adulte, même après avoir déménagé à l'autre bout de la ville pour le travail. Trevor venait à Noël si ma mère l'y obligeait. Mes parents venaient pour déposer des choses. C'était moi qui m'asseyais avec lui. Dans ces dernières années, il est devenu fragile et les visites ont changé. J'apportais des courses et je les rangeais pendant qu'il me racontait les mêmes histoires de pièces qu'il m'avait racontées à 8 ans.
Et je n'ai jamais laissé entendre que je les avais déjà entendus. Certains soirs, il oubliait que je partais et me demandait de rester pour le souper. Et je restais parce que personne ne m'attendait à la maison non plus, et nous mangions tous les deux à cette table avec les pièces entre nous comme un troisième invité qui ne parlait jamais. Une fois, vers la fin, il m'a pris la main et a dit, « Tu es la seule qui vienne jamais. Tu le sais ?» Je lui ai dit de ne pas parler comme ça. Il a souri et a laissé tomber. Mais il l'avait dit et il le pensait. Et j'en suis venu à croire qu'il décidait déjà quelque chose à ce moment-là que je ne comprendrais que 12 ans plus tard. Il est mort au printemps 2012. Il avait 78 ans. C'était rapide. Finalement, un mauvais cœur qu'il nous avait caché à tous, et j'étais celle à l'hôpital parce que j'étais celle qui était toujours là. Après les funérailles, mes parents ont vidé sa maison. Mon père était l'héritier, donc tout lui revenait. Et il a trié cela comme on trie les affaires d'un étranger. Meubles à vendre, vêtements à donner, et les pièces, le plateau, les pochettes en plastique et le carnet en cuir sont allés dans une boîte en carton que ma mère a étiquetée au marqueur noir. J'ai vu la boîte dans le garage quelques semaines plus tard. L'étiquette disait divers. Voilà à quoi se résumait toute la vie d'un homme dans ma famille. Divers. Une boîte de vieilles camelotes attendant que quelqu'un décide quoi en faire. Un an plus tard, ils ont décidé. Ils me l'ont tendu lors d'un dîner et l'ont appelé mon style. Je veux que vous compreniez que les pièces n'étaient pas la vraie blessure. Le dîner n'était le début de rien. C'était juste la nuit où la vérité s'est finalement tenue assez tranquille pour que je la voie en entier. Parce que j'avais passé toute ma vie à être utile à des gens qui confondaient cela avec le fait de n'avoir besoin de rien. J'étais la responsable. C'était mon rôle, assigné sitôt que je ne me souviens pas l'avoir accepté. Quand Trevor a accidenté sa première voiture, c'est moi qui l'ai ramené à la maison pour que nos parents n'aient pas à le savoir tout de suite. Quand il manquait de loyer dans la vingtaine, plus d'une fois, je l'ai couvert discrètement et je me suis dit, la famille est de la famille. Il y a une pile de factures quelque part dans ma mémoire que j'ai payée avec ma propre carte de crédit et que je n'ai jamais mentionné à personne, parce que les mentionner m'aurait rendue nécessiteuse. Et nécessiteux était le rôle de Trevor. Ma mère avait une expression pour ça. Tu es la plus forte, Déborah. Trevor a plus besoin de nous. Elle le disait comme un compliment. Elle l'a dit quand j'avais 15 ans et que j'avais demandé juste une fois s'il pouvait venir à quelque chose à moi au lieu de quelque chose à lui. Elle l'a dit tant de fois pendant tant d'années que j'ai commencé à me le dire à moi-même. Trevor était l'enfant en or et tout coulait vers lui. Mes parents ont payé ses études et ont laissé les miennes être mon problème. Quand il a voulu créer une entreprise, ils ont trouvé l'argent. Quand l'entreprise a eu des difficultés, ils en ont trouvé plus. Ces échecs étaient des saisons à surmonter. Les miens n'étaient même jamais remarqués parce que je m'assurais de ne pas en avoir où ils pourraient les voir. Il y a eu une année où je suis tombé malade, vraiment malade, un séjour à l'hôpital qui m'a même effrayé. Je ne leur ai pas dit au début, et quand je l'ai finalement fait, la réponse de ma mère a été de demander si je pouvais quand même venir au dîner d'anniversaire de Trevor ce week-end-là. Elle n'était pas cruelle. C'est la partie que j'ai mis le plus de temps à accepter. Dans son esprit, j'étais le point fixe, celle qui allait toujours bien, et Trevor était la météo dont il fallait s'occuper. Le fait que je sois dans un lit d'hôpital ne cadrait tout simplement pas avec l'histoire. Alors, cela a glissé sur elle comme la pluie glisse sur le verre. Je suis rentré chez moi par mes propres moyens. Je me suis rétabli par mes propres moyens. Personne ne m'a demandé comment. Et je l'ai classé avec toutes les autres fois dans un endroit que je ne regardais pas, parce que le regarder aurait signifié admettre quelque chose que je n'étais pas prête à supporter. Il y a un mur dans ma maison couvert de photographies de famille. Et j'ai réalisé un jour, en me tenant devant, que Trevor était au centre de presque chaque cadre, pas par accident. C'est juste là que l'appareil photo allait. Je me disais que c'était bien. Je me disais que le fait qu'on dépende de moi était sa propre forme d'amour. J'ai cru cela pendant longtemps, de la manière dont on croit quelque chose parce que l'alternative est trop lourde à soulever. Et puis une nuit, peu après ce dîner, j'étais assise par terre dans mon appartement avec une boîte à chaussures devant moi, et une question est arrivée dans ma poitrine, entièrement formée, et je ne pouvais plus la reposer. En 30 ans, est-ce que quelqu'un dans ma famille m'avait déjà demandé une seule fois si j'allais bien? J'ai tout repassé en revue. Les anniversaires, les moments difficiles, les années où je luttais clairement et où j'étais clairement seul.
J'ai cherché un seul moment où l'un d'eux s'était arrêté, s'était tourné vers moi et m'avait demandé comment j'allais en attendant vraiment la réponse. Pas une seule fois en 30 ans. Pas une seule fois. Je suis restée assise avec la boîte toute la nuit et je ne l'ai pas ouverte. Je suis juste restée assise à côté d'elle par terre. Et quelque part vers le matin, j'ai compris que j'allais partir et que personne n'allait essayer de m'arrêter. Et que ces deux choses étaient le même fait vu de deux côtés. Alors, je suis parti. J'ai déménagé à 4 heures de route dans une petite ville où personne ne connaissait mon nom ni celui de ma famille. Et j'ai recommencé avec presque rien. J'ai loué une seule chambre chez une femme plus âgée qui avait besoin d'argent. Une fenêtre, un lit, une commode. J'ai pris la boîte à chaussures et je l'ai posée sur cette commode et elle y est restée fermée pendant que je construisais une vie en dessous. Je ne voulais pas de l'argent de mes parents. C'était tout l'enjeu. Je voulais ne leur devoir absolument rien pour que tout ce que je deviendrais soit à moi et seulement à moi. J'ai trouvé un emploi de comptable pour une petite société de gestion immobilière, additionnant les loyers et les réparations des autres. C'était un travail tranquille et j'étais doué pour ça. J'ai appris comment les bâtiments rapportaient de l'argent. J'ai appris à quoi ressemblait une bonne affaire et à quoi ressemblait une mauvaise affaire déguisée en bonne. Après quelques années, j'avais économisé assez pour acheter un petit bien locatif à moi, un duplex qui nécessitait des travaux, et j'ai fait les travaux, et il m'a rapporté. Puis un autre. J'étais patiente. La patience était la seule chose qui ne m'avait jamais manqué. Les pièces sont restées sur la commode. Je n'avais toujours pas complètement ouvert la boîte. Je me disais que je le ferais quand je serais prête, et je n'étais jamais prête. Et c'était sa propre forme de réponse. La personne qui m'a finalement convaincu de l'ouvrir était un étranger qui s'est avéré ne pas être un étranger du tout. Il y avait une boutique de pièces de monnaie à 2 rues de mon bureau, un petit endroit poussiéreux avec une cloche sur la porte. Je suis passé devant pendant 1 an avant d'entrer. Je ne suis toujours pas sûr de ce qui m'a poussé à entrer ce jour-là. Peut-être que je voulais juste voir la boîte ouverte devant quelqu'un qui ne rirait pas. L'homme derrière le comptoir était âgé, facilement 80 ans, avec des lunettes de lecture remontées sur son front et des mains qui tremblaient un peu quand elles n'étaient pas occupées. J'ai posé la boîte à chaussures sur la vitre et j'ai dit que j'avais hérité de quelques pièces et que je ne savais pas si elles valaient quelque chose. Il a commencé à les sortir une par une, tournant chacune sous une lampe. Puis il s'est arrêté. Il a regardé l'adresse de retour que je n'avais pas remarqué avoir écrite sur la boîte. Une vieille habitude. Mon nom de famille dans le coin. Elliot, a-t-il dit lentement. Il a levé les yeux vers moi par-dessus ses lunettes. Vous ne seriez pas la petite fille de Silas, par hasard? Son nom était Otisai. Lui et mon grand-père se connaissaient depuis 50 ans. 2 hommes qui avaient échangé des pièces et des histoires à ce même comptoir depuis avant ma naissance. Il y avait une photographie d'eux deux sur le mur derrière lui, plus jeune, plissant les yeux au soleil, tenant quelque chose de trop petit pour être vu. Je lui ai dit que oui, j'étais la petite fille de Silas, et j'ai vu quelque chose traverser son visage, un vieux chagrin se réveillant. Puis il a pris une des pièces de la boîte, celle en argent avec les cheveux flottants, et il est devenu complètement silencieux. Il l'a tenue longtemps. Ses mains tremblantes se sont immobilisées. Quand il a finalement parlé, sa voix avait changé. « Où avez-vous eu ça ?» a-t-il dit. Ce n'était pas vraiment une question. Mon grand-père me l'a laissé, ai-je dit. Otis a posé la pièce sur le velours très soigneusement, de la manière dont on pose quelque chose qui pourrait briser la pièce si on le laissait tomber. Savez-vous ce que votre grand-père a passé toute sa vie à chercher? M'a-t-il demandé. J'ai dit que non. Ceci, a-t-il dit. Otisai est devenu la chose la plus proche d'une famille que j'avais eue depuis la mort de mon grand-père. Il ne m'a jamais rien demandé. Pas d'argent, pas de faveur, pas de compagnie. Il était redevable. Il a juste commencé à m'enseigner comme Silas l'aurait fait, parce qu'il a dit que Silas aurait voulu que quelqu'un m'enseigne, n'est-ce pas? Je passais à la boutique après le travail et il avait disposé des pièces et il me montrait comment les lire. Ce qui faisait qu'une valait $1 et une autre une fortune. L'année, la marque d'atelier, la frappe, les petites différences qui séparaient une chose commune d'une chose impossible. Je suis devenu doué pour ça, de la même manière que je suis devenu doué pour tout ce que j'ai décidé d'apprendre discrètement. Et au cours des mois suivants, Otis a examiné la boîte de mon grand-père pièce par pièce et m'a dit ce que j'avais réellement.
Cela a commencé raisonnablement. Celle-ci vaut quelques centaines. Celle-ci, quelques milliers. Puis cela a cessé d'être raisonnable. Il prenait une pièce, la posait, se frottait le visage et la reprenait. Il a commencé à tenir une liste au crayon sur un bloc-notes juridique, et j'ai regardé le nombre au bas de ce bloc-notes grimper semaine après semaine jusqu'à ce qu'il ne ressemble plus à quelque chose qui pourrait m'appartenir. Il était prudent à ce sujet, de la manière dont les gens honnêtes sont prudents. Il disait, ne vous emballez pas. Ceci doit encore être authentifié correctement. Et puis 2 jours plus tard, il appelait et disait qu'il n'avait pas pu dormir, en pensant à une pièce particulière. Il n'arrêtait pas de comparer ce qu'il trouvait avec le carnet en cuir de mon grand-père, passant son doigt sur ses colonnes penchées, et de temps en temps, il devenait silencieux et regardait simplement l'écriture pendant un moment, se souvenant de l'homme qui l'avait faite. Un après-midi, il a brandi une vieille pièce d'or et a dit, presque en s'excusant, celle-ci seule pourrait payer une maison. Et ce n'est même pas la meilleure. La meilleure était le dollar de 1794, le dollar aux cheveux flottants, le premier dollar en argent jamais frappé par la monnaie des États-Unis, et l'un des rares exemplaires restants dans le monde dans l'état où se trouvait celui de mon grand-père. Otis m'a dit que mon grand-père l'avait pourchassé pendant des décennies, avait économisé pour cela, avait probablement payé plus pour cela que mes parents n'ont jamais imaginé qu'une pièce puisse coûter. Quand il l'a finalement eue, il ne l'a dit à personne. Il l'a simplement mise dans son plateau et a laissé son fils continuer à penser que c'était de la camelote. Votre grand-père a passé 50 ans à chasser ceci, a dit Otis, en le tenant pour que la lumière parcourt le visage usé de la femme. Et quand il l'a trouvé pour vous. Il me l'a dit une fois. Il a dit que la seule qui ait jamais vraiment regardé celle-ci était sa petite fille. Je me suis assise dans cette boutique poussiéreuse et je n'ai pas pleuré parce que j'étais devenu très doué pour ne pas pleurer, mais quelque chose dans ma poitrine s'est fissuré le long d'une vieille ligne. La collection entière, estimait Otis, valait des millions, plusieurs millions. La boîte que ma mère avait fait glisser sur la table en l'appelant mon style. La boîte dont toute la famille avait ri valait plus que la maison du lac qu'ils avaient donnée à mon frère ce même soir. On pourrait penser que je l'aurais vendue sur le champ. J'aurais pu. Otis connaissait des gens. Il y avait des maisons de vente aux enchères qui se seraient battues rien que pour le 1794. Je n'ai pas vendu une seule pièce parce que pour moi, ce n'était pas de l'argent. C'était le dernier de lui. C'était la table de cuisine de mon grand-père et sa lourde loupe en laiton et ses mains fermant mes doigts sur un morceau d'argent plus vieux que le pays. Le vendre, c'était comme l'enterrer une deuxième fois. Et je n'étais pas prête à le faire. Alors j'ai fait la seule chose qui avait du sens pour une personne prudente. J'ai loué un coffre-fort dans une banque et j'y ai mis toute la collection et j'ai fermé la petite porte en acier et j'ai signé la carte et je suis retourné construire ma vie de mes propres mains. Les pièces dormaient dans un coffre-fort. Je continuais à travailler et pendant que j'étais occupé à ne rien devoir à personne, de l'autre côté de ces 4 heures, la vie de mon frère s'effondrait tranquillement. J'en ai entendu parler par bribes. De la manière dont on entend parler d'une famille que l'on a quittée. Un cousin qui m'envoyait encore des messages parfois. Un nom dans un journal local qui a trouvé son chemin en ligne. Le mariage de Trevor avec Whitney avait pris fin. C'est venu en premier. Puis l'entreprise. Il avait ouvert une marina et un concessionnaire de bateaux sur le lac. Tout cela tape à accent grave l'œil. Tout cela emprunté contre quelque chose. Quand ça a commencé à couler, il a fait ce que notre famille a toujours fait. Il s'est accroché à tout ce qu'il pouvait pour le maintenir à flot. Ce à quoi il s'est accroché, c'était la maison du lac. Il l'a hypothéquée. La maison de mon grand-père, le cadeau de fiançailles, le joyau de la couronne de toute l'idée que mes parents se faisaient d'eux-mêmes. Il a emprunté contre elle pour sauver la marina. Et puis la marina a coulé de toute façon, et le prêt est arrivé à échéance, et il ne restait plus rien pour le payer. À ce moment-là, mes parents se noyaient déjà à ses côtés parce qu'ils n'avaient jamais laissé Trevor échouer seul. Ils avaient retiré de l'argent de leur retraite pour soutenir l'entreprise. Quand cela s'est épuisé, ils ont pris une deuxième hypothèque sur leur propre maison, la maison où j'avais grandi, et l'ont envoyée après aussi. Nous ne pouvions tout simplement pas laisser notre fils échouer, a dit ma mère des années plus tard. Et je crois qu'elle le pensait. C'était la tragédie de ma famille. L'amour était réel. Il ne pointait simplement que dans une seule direction et il les a conduits tout droit au bord d'une falaise en suivant le seul enfant qui était heureux de les laisser faire. Ils ont perdu leur maison.
Il y a eu un panneau à vendre dans le jardin de la maison de mon enfance, puis un panneau vendu et puis elle a appartenu à des étrangers. Et la maison du lac de Trevor, celle qui lui avait donné devant tout le monde, a été saisie. J'ai trouvé l'annonce un soir, de la manière dont on trouve des choses auxquelles on n'est pas censé encore tenir. Vente aux enchères par la banque dans 30 jours. Il y avait une photo du porche où j'avais appris à nager et une petite boîte à clé rouge suspendue à la poignée de la porte d'entrée où se trouvait autrefois le bouton en laiton. La maison qui était censée être le début de toute la vie de mon frère allait être vendue au plus offrant qui se présenterait. Et c'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être quelqu'un à qui les choses arrivent et que je suis devenu quelqu'un qui fait arriver les choses. Je l'ai fait par l'intermédiaire d'une société. J'en avais assez appris à ce moment-là pour savoir comment faire. J'ai créé une entité appelée Aldelic Holdings, un nom simple, le genre de nom qui ne signifie rien et n'appartient à personne que vous reconnaîtriez. Et quand la saisie a été mise en vente, Aldelic Holdings a acheté la maison du lac. 680 000 $. Je l'ai payé avec l'argent de la vie que j'avais construite. Pas un centime du leur, pas une seule pièce de mon grand-père. J'ai signé les documents de clôture sous le nom de la société, et mon propre nom n'est jamais apparu là où quelqu'un penserait à regarder. L'acheteur était une société. Pas de visage, pas d'histoire, pas de nom qui signifiait quoi que ce soit pour les Elliott. Je me suis assise dans ma voiture après avec la vieille clé en laiton dans la main, la clé d'origine, celle qui fonctionnait encore parce que certaines serrures sont plus vieilles que les gens qui les oublient. Et je me suis posé la question à laquelle je n'avais pas de réponse. Pourquoi avais-je fait ça? Je n'allais pas y emménager. Ma vie était à 4 heures de là. Je me suis dit que je trouverais la raison plus tard, que je la retournerais ou la louerais ou la vendrais une fois le sentiment passé. Mais la vérité que je ne pouvais admettre qu'à moi-même bien plus tard, était plus simple et plus dure que cela. Je ne pouvais pas supporter de voir le dernier endroit où mon grand-père avait été heureux être donné à un étranger qui ne saurait jamais ce que c'était. Alors je l'ai gardé. J'ai acheté une petite maison à moi sur la rive nord du lac Aldé, juste en face, assez proche pour que je puisse voir l'ancien endroit depuis ma terrasse arrière. Garniture blanche, quai bleu. Toute mon enfance assise là, de l'autre côté d'un mile d'eau, et je ne savais pas ce que j'allais faire de tout ça. Puis, quelques mois plus tard, une demande est arrivée sur le bureau de mon gestionnaire immobilier. La maison du lac avait été mise en location discrètement, sous le nom de la société. J'ai dit au gestionnaire de trouver un locataire qui en prendrait soin. Et un matin, je parcourais le dossier des demandes sur mon écran, à moitié attentive, et je me suis arrêté. Candidat, Warren Elliott, Gloria Elliott. Mes parents. Ils avaient perdu leur maison. Ils cherchaient un endroit où vivre sur le lac sur lequel ils avaient passé toute leur vie. Et l'endroit qui s'est présenté à un prix qu'ils pouvaient presque se permettre était leur ancienne maison du lac, listée par une société sans visage dont ils n'avaient jamais entendu parler. Ils n'avaient aucune idée que c'était moi. Ils n'avaient aucune idée que la société était la mienne, ou que la maison qu'ils demandaient à louer était la maison qu'ils avaient donnée, maintenant possédée par la fille à qui ils avaient tendu une boîte à chaussures et qu'ils avaient oubliée. Mon curseur est resté là sur l'écran, planant entre deux boutons, approuver, refuser. Avant que je vous dise sur quoi j'ai cliqué et ce que cela m'a coûté pendant les 4 années suivantes, je veux savoir. Si vous étiez à ma place, regardant les noms de vos parents sur cette demande, qu'auriez-vous fait? Dites-le moi dans les commentaires avant d'entendre ma réponse. Je me suis demandé 100 fois si j'avais bien fait. J'ai cliqué sur approuver. J'ai retourné cette décision tant de fois. Je l'ai usée jusqu'à la corde. J'aurais pu refuser. J'aurais pu laisser le gestionnaire envoyer le refus poli qui va à tous ceux qui n'obtiennent pas un logement. Personne n'aurait jamais su. Mais je ne pouvais pas le faire. C'est la partie dont je ne suis pas fier et que je ne prétendrai pas. Après tout, une partie de moi ne pouvait toujours pas les voir se retrouver sans nulle part où aller. Alors, j'ai approuvé mes propres parents comme locataires dans ma propre maison. Et puis j'ai fait quelque chose d'encore plus difficile à expliquer. J'ai dit à mon gestionnaire de fixer le loyer bas, en dessous du marché, bien en dessous de ce que cette maison sur ce lac aurait dû rapporter. Je lui ai dit de tout faire passer par le bureau, de garder le nom du propriétaire hors de chaque document, de m'assurer qu'il ne me rencontre jamais et n'ait jamais de raison de le faire. Et c'est comme ça que ça a commencé. Pendant 4 ans, mes parents ont vécu dans la maison du lac qu'ils pensaient avoir perdue, payant un loyer qu'ils pensaient être une aubaine, envoyant leur chèque le premier de chaque mois à une société qu'ils n'avaient jamais rencontrée.
Et chaque mois, ce chèque m'arrivait. Ils n'ont jamais su. Ma mère a dit aux voisins, j'ai appris plus tard, que c'était pratiquement leur maison de toute façon. Elle le disait comme un réconfort. Elle n'avait aucune idée à quel point c'était vrai et faux en même temps. Je vivais de l'autre côté de l'eau et je regardais les lumières de cette maison s'allumer chaque soir. Je me tenais sur ma terrasse avec une tasse de café qui refroidissait dans ma main et je voyais les fenêtres briller en jaune de l'autre côté du lac et je savais que c'était moi qui maintenais ces lumières allumées. Je payais discrètement mois après mois pour abriter les deux personnes qui ne m'avaient jamais demandé une seule fois si j'allais bien. Il y avait parfois des rapports de maintenance qui passaient par la société de gestion, un robinet qui fuyait dans la cuisine, une chaudière qui avait besoin d'un entretien avant l'hiver. Mon père avait appelé, disaient les notes. Et est-ce que quelqu'un pourrait envoyer un plombier? Et j'approuvais la réparation depuis l'autre côté du lac, la payant avec les fonds de la société qui était moi, imaginant mon père debout dans cette cuisine où j'avais appris à marcher, attendant un plombier qu'il pensait qu'un étranger avait envoyé. Une fois, pendant le deuxième hiver, je suis passé en voiture devant la maison. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit que je vérifiais l'état des routes. J'ai ralenti au bout de l'allée et j'ai vu ma mère à travers la fenêtre de devant, plus âgée, en robe de chambre, faisant la vaisselle à l'évier où elle s'était tenue toute mon enfance. Elle n'a jamais levé les yeux. Elle n'avait aucune idée que sa fille était assise au pied de l'allée dans le noir, payant pour l'eau avec laquelle elle rinçait ses assiettes. J'ai continué ma route avant qu'elle ne puisse se retourner. Je n'ai pas de mots simples pour décrire ce que j'ai ressenti. Ce n'était pas de la vengeance. La vengeance aurait été plus agréable. C'était plus proche d'un deuil qui n'avait pas compris comment se terminer. C'était aimer des gens qui ne m'avaient jamais aimé en retour de la même manière et ne pas pouvoir s'arrêter et détester ne pas pouvoir s'arrêter et le faire quand même. Je ne leur ai jamais dit. Je n'ai jamais frappé à cette porte. J'ai gardé ma gentillesse et ma distance dans la même main. Et je me suis dit que c'était suffisant, qu'un toit était une chose que je pouvais leur donner sans leur redonner le pouvoir de me blesser. Certains soirs, j'y croyais. Certains soirs, je restais sur cette terrasse jusqu'à ce que les lumières de l'autre côté de l'eau s'éteignent une par une et je n'y croyais pas du tout. Et je rentrais et je recommençais le mois suivant. De toute façon. C'est pendant ces années qu'Otis m'a donné la lettre. Il vieillissait, ralentissait. Il avait commencé à mettre de l'ordre dans ses affaires comme le font les hommes prudents. Et un après-midi à la boutique, il a attrapé une enveloppe sous le comptoir, jaunie sur les bords, et l'a fait glisser sur la vitre vers moi. Mon nom était sur le devant, de l'écriture de mon grand-père, la même inclinaison soignée que dans le carnet en cuir. Il m'a donné ça avant de mourir, a dit Otis. Il m'a dit de la garder jusqu'au bon moment. Il a dit que je le saurais quand je le verrais. Il m'a regardé, regardant ce qu'il m'avait vu porter tous ces mois. Je pense que c'est le moment. Le seau de cire au dos s'était fissuré avec l'âge. Je l'ai ouverte là, dans la boutique, debout au comptoir où mon grand-père s'était tenu 1000 fois. Je ne vous lirai pas tout. Une partie n'appartient qu'à moi, mais il y a une phrase que je n'ai jamais oubliée. La phrase qui a défait 12 ans d'une histoire que je m'étais racontée. Je ne t'ai pas laissé les pièces parce qu'elles étaient ton style, a-t-il écrit. Je te les ai laissées parce que tu étais le mien. Tu étais la seule qui soit jamais venue s'asseoir avec moi. La seule qui ait regardé. Ton père voit des chiffres. Ta mère voit ton frère. Toi, tu m'as vu. Alors je t'ai vu. Il savait. C'est ce que la lettre m'a dit. Mon grand-père avait su depuis le début exactement comment il me traitait. Il les avait regardés centrer chaque cadre sur Trevor et me laisser sur le côté. Et il avait fait son choix délibérément. Les pièces n'étaient pas un reste jeté à l'enfant de moindre importance. C'était le seul homme de ma famille qui m'ait jamais vu clairement, tendant la main au-delà de sa propre mort pour me donner la vérité. Et la dernière chose qu'il a écrite, il a dû l'écrire en sachant quel genre de personne étaient mes parents, parce qu'il l'a vu venir avant moi. S'ils viennent jamais demander, a-t-il écrit, ne te dérobe pas. Tu n'as jamais été le reste, Debbie. Ne les laisse pas te rabaisser à nouveau. J'ai plié la lettre le long de ses anciennes pliures, et je l'ai mise dans le tiroir à la maison, à côté de la clé du coffre-fort, à côté de tout ce qui était vraiment à moi. Et quelque chose en moi qui tremblait depuis très longtemps s'est calmé. Il m'avait dit quoi faire. Je devais juste attendre qu'ils viennent demander. Ils sont venus l'année où Otis m'a dit qu'il était temps de laisser partir les pièces. Il déclinait à ce moment-là.
Ses mains tremblaient tout le temps maintenant, pas seulement quand elles étaient inactives. Il avait commencé à fermer la boutique certains après-midi, et un jour, il m'a pris la main dans les siennes et m'a dit quelque chose que je savais déjà, mais que j'avais besoin d'entendre de sa part. Les pièces sont faites pour continuer à bouger, Déborah, a-t-il dit. Tu les as gardées dans le noir pendant des années parce que tu pensais que c'était le seul moyen de le garder. Ce n'est pas le cas. Laisse-les continuer à vivre. Laisse quelqu'un d'autre tomber amoureux de ce dollar comme il l'a fait. Alors, j'ai finalement décidé de vendre. J'ai apporté la collection à une maison de vente aux enchères appelée Bramwell & Vance, l'une de celles qui s'occupe de pièces sérieuses pour de l'argent sérieux. Ils ont tout authentifié, catalogué, comparé avec le vieux carnet en cuir de mon grand-père, que j'avais gardé, et qui s'est avéré être un registre si soigné qu'il se lisait comme une provenance. Le 1794 était la pièce maîtresse. Ils l'ont mis sur la couverture. La vente aux enchères a eu lieu à l'automne 2025. Je ne suis pas allé dans la salle. J'ai regardé les chiffres arriver depuis ma table de cuisine, de l'autre côté de l'eau de la maison où mes parents dînaient. Ne sachant pas. Le 1794 a porté la majeure partie. L'or ancien et les pièces clés ont fait le reste. Quand le dernier lot a été clôturé, la collection que ma mère avait appelée de la Camelote, la boîte dont toute la table avait ri, avait été vendue pour 4,6 millions de dollars. 4,6 millions de dollars pour les restes. Je suis resté assise à ma table pendant longtemps après le chiffre final. Je ne me sentais pas triomphante. J'avais l'impression d'avoir enfin déposé mon grand-père en lieu sûr. J'ai pensé à ses mains et à sa lampe et à la façon dont il avait dit qu'une pièce se souvient de chaque main qu'il a tenue. J'espérais que c'était vrai. J'espérais qu'une partie de lui était dans cet argent. Partant dans le monde, commémoré. Les pièces rares qui se vendent pour des millions font les nouvelles de la petite manière dont ces choses le font. Il y a eu un article dans le journal régional. La collection héritée d'une femme de la région rapporte des millions aux enchères. Mon nom y figurait, Déborah Elliott. Et une ligne sur le lac Aldé, où je vivais. Il a fallu environ une semaine pour que mon téléphone s'allume avec un nom que je n'avais pas vu dessus depuis 12 ans. Maman, disait le texto. J'ai regardé ce mot sur l'écran, famille. Après 12 ans de silence, famille était le mot qu'ils ont choisi au moment où il y avait de l'argent sur la table. J'ai posé le téléphone et j'ai su, comme on sait que le temps va changer, qu'ils ne se contenteraient pas d'un texto. Je savais qu'ils allaient venir. Ce que je me demandais, debout sur ma terrasse, regardant de l'autre côté de l'eau les fenêtres jaunes de la maison où ils avaient vécu pendant 4 ans, c'était s'ils avaient la moindre idée qu'ils avaient vécu dans ma maison tout ce temps. À 1 mile de l'autre côté du lac de la fille qu'ils avaient rejetée. Ils sont venus un après-midi gris d'octobre, presque exactement 12 ans après le dîner. J'ai entendu la voiture dans l'allée, puis des pas sur le porche, et un coup à la porte. Quand j'ai ouvert la porte, mes parents se tenaient là, plus âgés que ce à quoi je m'étais préparé. Les cheveux de mon père étaient devenus blancs. Ma mère semblait plus petite. Le vent du lac était froid et poussait leur manteau. Otis était à l'intérieur, à ma table de cuisine. Il était passé ce matin-là pour m'aider à trier les quelques pièces que j'avais gardées, celles qui n'étaient pas à vendre, celles que je garderais. Il ne s'est pas levé quand la porte s'est ouverte. Il est juste resté assis là, silencieux, observant. Comme un témoin s'assoit. Déborah, a dit ma mère, sa voix s'est étranglée comme si elle avait répété une chaleur qui était sortie fausse. Nous avons fait tout le tour du lac pour te voir. J'ai reculé et je les ai laissés entrer. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être que je voulais l'entendre. Peut-être qu'une partie de moi avait besoin de les voir le faire à voix haute. Ils se sont tenus dans mon salon et ont regardé la vie que j'avais construite sans eux, et je pouvais les voir faire le calcul. Les beaux meubles, la vue, le fait évident que j'allais bien. Mon père s'est éclairci la gorge 2 fois comme il l'avait fait au dîner toutes ces années auparavant. Ma mère ne l'a pas attendu. Elle a posé son sac à main sur ma table. De la manière dont on pose quelque chose quand on a déjà décidé qu'on reste, et elle est allée droit au but plus vite que je ne l'attendais. Nous avons vu pour combien ces pièces ont été vendues, a-t-elle dit. 4,5 millions, même plus. Elle a dit le chiffre comme si cela lui faisait mal. Voilà. Leur part. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai beaucoup réfléchi à la raison, et je pense que c'est parce que j'avais déjà eu cette conversation 1000 fois dans ma tête, et dans aucune d'elles,
criait Naédé. J'ai versé 3 tasses de thé, mes mains parfaitement stables, et je les ai posées. Et j'ai posé une question tranquille. Vous ne vouliez pas de ces pièces il y a 12 ans, ai-je dit. Vous les avez fait glisser sur une table, les avez appelées mon style et Avery. Qu'est-ce qui a changé? Le visage de ma mère a vacillé. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit. C'était une autre époque. Ce sont les mêmes pièces, ai-je dit. Elle a essayé une autre approche. Elle s'est adoucie et ses yeux se sont embués. Et elle m'a dit qu'elle avait toujours su que j'étais la spéciale. Qu'ils avaient fait des erreurs. Qu'une famille était censée pardonner. C'était une bonne performance. Il y a 12 ans, cela aurait pu marcher. Je l'ai regardé comme on regarde une météo pour laquelle on s'est déjà habillé. Vous n'êtes pas venu me voir pendant 12 ans, ai-je dit. Vous n'avez pas appelé. Vous n'avez pas écrit. Vous êtes venu la semaine où vous avez lu un chiffre dans le journal. Ne me parlez pas de famille. Mon père a déplacé son poids. La bouche de ma mère s'est resserrée et je l'ai vu chercher l'argument qui réglerait la question. Celui qui l'avait toujours réglé auparavant. Celui sur qui devait quoi à qui. Tu dois comprendre notre position, a-t-elle dit, et sa voix a monté. Ton frère a tout perdu. Nous avons tout perdu. Et tu es assise ici avec des millions provenant d'une boîte que nous t'avons tendue. Ces pièces étaient gaspillées à dormir dans un coffre-fort sous toi. Nous sommes tes parents, Déborah. On nous le doit. Gaspillé sur toi. Elle n'a pas tout à fait prononcé les 2 derniers mots, mais elle avait commencé la phrase à un endroit qui ne pouvait se terminer nulle part ailleurs, et tout le monde dans la pièce a entendu sa forme. Ces pièces étaient gaspillées, dormant sous une fille comme moi. Otis a posé sa tasse de thé sur la table très doucement. Cela n'a fait presque aucun bruit, mais la tête de ma mère s'est tournée comme si elle venait de se souvenir qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce. Quelqu'un qui avait connu mon grand-père, quelqu'un qui la regardait dire tout cela à voix haute. Mon père a essayé d'adoucir les choses. Il était toujours celui qui adoucissait les choses trop tard. Gloria, a-t-il dit, nous n'avons pas besoin d'eux. Nous essayons juste de nous en sortir. Nous louons un petit endroit sur la rive sud. Ce n'est pas grand-chose. Nous pensions juste. Il s'est arrêté parce qu'il a vu quelque chose changer sur mon visage. La rive sud, un petit endroit qu'il louait. Je savais exactement de quel endroit il voulait parler. Je payais pour cela depuis 4 ans. Je ne l'ai pas encore dit. J'ai laissé la pièce immobile un instant. Puis je suis allé au tiroir, celui près de la fenêtre, et j'en ai sorti 2 choses et je les ai posées sur la table devant eux. La première était l'acte de propriété, Aldel & Holdings, l'achat de la maison du lac il y a 4 ans aux enchères. La seconde était la lettre de mon grand-père. Ma mère a regardé l'acte et n'a pas compris. Mon père l'a pris et l'a lu, et j'ai regardé son visage alors que le nom de la société ne signifiait rien pour lui, puis signifiait lentement tout. J'ai pris la lettre. Je ne leur ai pas tout lu. Je leur ai lu une ligne. Tu n'as jamais été le reste, ai-je lu. Puis j'ai levé les yeux vers eux. Il savait. Il a toujours su comment vous me traitiez. Il m'a laissé ces pièces exprès. C'était la dernière chose qu'il a faite. Et il l'a faite parce que j'étais la seule qui soit jamais venue. La pièce était très silencieuse. Dehors, le vent se déplaçait sur le lac. Puis j'ai fait la chose que j'avais attendu 12 ans pour faire, bien que je n'ai pas su que c'était ce que j'attendais. Je suis allé à la fenêtre à l'arrière de la maison, celle qui donne sur l'eau, et j'ai ouvert les stores complètement. De l'autre côté du lac, dans l'après-midi déclinant, la vieille maison du lac se tenait sur la rive lointaine avec ses lumières qui commençaient tout juste à s'allumer, les fenêtres brillant en jaune comme elle l'avait fait chaque soir pendant 4 ans. Je l'ai montré du doigt. Vous vivez dans ma maison et me payez un loyer depuis 4 ans sans le savoir, ai-je dit. Alors, non, il n'y a rien ici qui soit à vous. Personne n'a bougé. Ma mère s'est tournée et a regardé de l'autre côté de l'eau la maison. La maison qu'elle avait dit aux voisins être pratiquement la leur, et j'ai vu la compréhension arriver en elle, que le toit au-dessus de sa tête m'appartenait, que la fille qu'elle était venue faire honte pour qu'elle partage l'avait tranquillement abrité tout ce temps. Que chaque chèque qu'elle avait envoyé le 1er du mois m'était parvenu de l'autre côté du lac. Mon père s'est assis. Il n'a pas décidé de le faire. Ses jambes ont juste flanché et il a trouvé mon canapé et il a mis son visage dans ses mains aux cheveux blancs. Ma mère s'est mise à pleurer.
Je ne pourrais pas vous dire, même maintenant, exactement quel genre de pleurs c'était. Une partie était le choc. Une partie, je pense, était le son qu'une personne fait quand une histoire qu'elle s'est racontée toute sa vie s'effondre. Je n'ai pas jubilé. Je veux que vous le sachiez. Je me tenais près de la fenêtre avec la lettre de mon grand-père dans la main et j'ai senti toute la chose atterrir et il n'y avait aucun triomphe là-dedans. Il y avait juste un long silence fatigué, large de 12 ans. Otis s'est levé de la table. Il n'a rien dit non plus. Il est juste venu se tenir près de moi de mon côté de la pièce comme le fait un ami. Je suis allé à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Le froid est entré. Il est tard, ai-je dit. Vous connaissez le chemin du retour. Vous l'avez conduit tous les jours pendant des années. Ils sont partis. Il n'y avait rien d'autre à faire. Mon père a guidé ma mère dehors avec une main dans son dos, et ils sont descendus tous les deux les marches de mon porche dans le vent, et j'ai fermé la porte. Derrière moi, sur une étagère, se trouvait la vieille boîte à chaussures, vide maintenant, les pièces parties depuis longtemps dans un coffre-fort, puis à une vente aux enchères, puis dans le monde. J'avais gardé la boîte. Otis est resté un moment après leur départ. Il a fait une nouvelle théière. Nous deux à ma table comme lui et mon grand-père avaient dû s'asseoir 1000 fois à la sienne. Et il n'a pas rempli le silence de conseil. Près de la porte en partant, il a posé sa main tremblante sur mon épaule et a dit la seule chose qu'il ait dite à ce sujet. Silas serait fier de toi. Pas pour l'argent, pour ne pas t'être dérobé. Puis il est rentré chez lui et je suis resté seul dans la maison avec le lac qui s'assombrissait dehors et je me suis laissé ressentir. Tout ça pour la première fois en 12 ans. Les jours suivants n'ont pas été cinématographiques. Les vraies conséquences ne le sont jamais. Leur papier, les pièces froides et les choix qui font mal, peu importe la façon dont on les fait. Je n'ai pas jeté mes parents à la rue. J'aurais pu. Quelque chose en moi ne voulait toujours pas. Mais j'ai arrêté d'être leur gardienne de secret et j'ai arrêté d'être leur cadeau secret. J'ai mis fin à la subvention. J'ai fait savoir par l'intermédiaire de la société de gestion, par écrit, comme cela aurait dû se faire depuis le début, que le loyer de la maison du lac augmenterait au prix du marché au début de l'année suivante, et qu'il pourrait rester jusqu'au printemps au vrai prix s'il le choisissait. Et qu'après cela, nous en aurions fini. Vous pouvez rester jusqu'au printemps, disait l'avis de sa manière simple, au loyer réel. Après ça, c'est fini. Ils ont choisi de partir avant le printemps. J'ai entendu dire qu'ils avaient trouvé un appartement en ville, un vrai, à un prix qu'un couple de leur âge pouvait se permettre avec ce qu'ils avaient. Mon père a pris un emploi à temps partiel. Mon frère, ai-je entendu, n'est pas venu les aider à déménager. Même là, au fond du gouffre, l'enfant en or ne s'est pas montré. Il les avait envoyés de l'autre côté du lac pour me demander de l'argent. Et quand il y avait des meubles à porter, il n'était nulle part. Il y a eu une lettre plus tard de ma mère, une vraie lettre, manuscrite. Dedans, elle disait qu'elle était désolée. Et je l'ai lue attentivement, plus attentivement qu'elle ne s'y attendait probablement, parce que j'avais appris qu'il y a différents types de désolés, et ils n'ont pas le même poids. Il y a le désolé qui signifie « je vois ce que je t'ai fait ». Il y a le désolé qui signifie « je me sens mal ». Il y a le désolé qui signifie « j'ai peur de ce que cela me coûte ». Et il y a le désolé qui signifie « j'ai encore besoin de quelque chose de toi ». Le sien était principalement du dernier type, enveloppé dans le troisième. Je pouvais sentir la forme de la demande sous les excuses. L'espoir que si elle disait les mots, la porte pourrait s'ouvrir à nouveau et les chèques pourraient recommencer. Je n'y ai pas répondu. Pas par cruauté. Juste parce que j'ai finalement compris que certaines portes, une fois que vous les avez fermées pour les bonnes raisons, vous ne pouvez pas continuer à les rouvrir chaque fois que quelqu'un frappe et dit le mot magique trop tard. Les limites ne procurent pas le sentiment que les gens vous disent. Tout le monde parle de la libération que cela procure. Personne ne vous dit que cela cause aussi du chagrin. J'avais fermé une porte sur mes propres parents et je savais que c'était juste, et cela faisait toujours mal d'une manière spécifique et permanente, comme un os qui a guéri un peu de travers. Les deux choses étaient vraies. C'était la bonne chose à faire et ça faisait mal et ça a continué à faire mal discrètement pendant longtemps. J'ai fait la paix avec ça. La paix n'est pas l'absence de douleur. C'est la douleur sans la guerre. J'ai fait une dernière chose avec l'argent de mon grand-père et c'est la chose dont je suis la plus fière. J'en ai pris une partie et j'ai créé un fonds à son nom, un petit fonds discret,
pour aider les enfants qui aiment les choses étranges et patientes comme il le faisait. Et le dollar de 1794, celui qu'il avait chassé pendant 50 ans, celui autour duquel il avait fermé mes doigts de 8 ans à sa table de cuisine, je ne l'ai pas laissé disparaître dans un coffre-fort privé à l'autre bout du monde. Je l'ai donné à un musée. Il est maintenant dans une vitrine avec une petite plaque de laiton en dessous. Et la plaque indique de la collection de Silas Elliott, où les gens peuvent le voir. Où un enfant qui grimpe pour le regarder sous la lumière pourrait ressentir une seconde ce que j'ai ressenti. Quelqu'un qui avait peur, quelqu'un qui était amoureux, toute la vie de quelqu'un. Tout ça là-dedans, laissant une marque. J'ai gardé son carnet en cuir. J'ai gardé sa lettre. Celle-ci n'était pour personne d'autre. Si vous avez déjà eu à choisir votre propre paix au détriment de personnes qui ne vous aimaient que lorsque vous étiez utile, j'espère que vous me le raconterez ci-dessous. Le moment où vous avez arrêté de vous rabaisser. Quelqu'un qui parcourt les commentaires ce soir a besoin de savoir qu'il n'est pas le seul à être parti et à avoir vécu pour construire quelque chose de mieux. Je lis tout le monde ces jours-ci. Je m'assois sur ma terrasse arrière le soir sur la rive nord et je regarde de l'autre côté de l'eau. La vieille maison du lac est sombre maintenant la plupart des nuits. De nouvelles personnes l'habiteront éventuellement. Des gens qui n'ont aucune idée de tout cela, et c'est bien. Ce n'est jamais de la maison dont j'avais besoin. J'ai une tasse de café que je laisse refroidir par habitude. Pas par chagrin maintenant. Le lac devient calme et argenté dans la dernière lumière. La couleur que mon grand-père aimait. Il y a une chaise vide à côté de moi. Et pendant longtemps, je vous aurais dit que cette chaise était une blessure. Ce n'est pas le cas. C'est juste calme. Il y a une différence et il m'a fallu la majeure partie de ma vie pour l'apprendre. Mon grand-père m'a donné une boîte de pièces et l'a appelée mon style. Ce qu'il m'a vraiment donné, c'est le seul type d'amour qui n'a jamais envoyé de facture. J'ai été riche depuis toujours. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.